Alors, bonjour à tous et bienvenue dans ce webinaire de Delubal Software. Donc, pour ce webinaire, aujourd'hui, nous allons parler de la partie vérification des planchers bois dans RFM6. Donc, je suis Damien Tonnet, je serai votre présentateur tout au long de ce webinaire. Je suis ingénieur support technique chez Delubal Software depuis plus de 8 ans maintenant et je suis de formation ingénieur spécialisé bois, diplômé de l'ENSTIB. Tout au long de ce webinaire, il y aura également Milan Gérard. Bonjour, Qui je suis Milan, également ingénieur support technique au sein de Global Software. J'accompagnerai Damien pour ce webinaire, c'est-à-dire que je pourrai répondre à toutes vos questions que vous aurez pendant le webinaire via le chat et je pourrai vous y répondre. Et du coup, pour pouvoir poser vos questions, vous allez pouvoir directement passer via l'interface dédiée. Donc, au niveau de l'interface, vous avez la partie dédiée aux questions ici. Donc, vous pourrez directement cliquer sur le petit icône et pouvoir venir ici directement rédiger vos questions. Et Milan pourra y répondre directement. Si jamais vous avez d'autres questions, besoin d'informations supplémentaires, vous pourrez toujours nous les faire suivre à info@delubal.fr. Et on va pouvoir commencer ce webinaire. Donc, au niveau du déroulé du webinaire, on va regarder une première partie sur l'aspect modélisation. Donc par rapport à un exemple de plancher. Alors, on va pas faire toute la modélisation en entier, mais je vous présenterai le modèle et je vous indiquerai aussi quelques astuces pour pouvoir rapidement modéliser votre plancher, faire des divisions de surface. On va voir ça ensemble. On va également avoir la partie vérification LU, voir les paramètres que l'on peut avoir. La partie vérification de la résistance au feu, également, voir ce qui est possible. On aura aussi l'aspect vérification ELS sur les flèches, et on s'intéressera aussi à l'aspect vibratoire. Puis on passera sur la documentation pour voir un peu ce qu'on peut rajouter. Ici, on est sur un plancher CLT, donc ce qu'on peut documenter sur cette partie-là. Et puis après, on verra dans la partie perspective les nouvelles fonctionnalités dernièrement ajoutées, et puis des choses aussi qui sont en cours de notre côté. Donc on va pouvoir commencer. Je vais basculer sur le modèle RFM. Hop, ici. Donc l'idée, ça va être de regarder un peu ce plancher-là. Alors pour ceux qui ont peut-être déjà consulté notre site internet, notre exemple d'aujourd'hui, il s'inspire d'un projet déjà réalisé, donc qui a été réalisé par un client ici aux Pays-Bas, d'un projet réalisé aux Pays-Bas. Donc ici, on a les références du projet. Alors c'est pas 100% ce plancher-là, hein, on s'en est inspiré. Ici, vous avez par exemple dans le modèle réel, le client a considéré des ouvertures, des choses comme ça. C'est des choses qu'on pourra considérer dans les modèles. Là, on est parti sur quelque chose un peu plus simple. Pareil, vous avez des appuis plus ponctuels à certains endroits. Donc, on va voir le modèle que l'on a décidé de faire aujourd'hui. Mais si vous voulez, vous trouvez les informations sur ce projet-là et sur d'autres projets également qui sont disponibles sur notre site. Donc pour notre projet ici, l'idée ça va être de traiter ce plancher-là. Je vais commencer par vous donner quelques petites astuces, notamment quand vous voulez commencer à modéliser un plancher directement ici en 2D dans RFM. Et pour cela, je vais basculer sur ce modèle-là, ici. Donc, tout d'abord, quand vous créez votre modèle, ici, si vous vous intéressez uniquement à une modélisation de plancher, que vous n'avez pas l'objectif de travailler après sur du 3D, sur la modélisation de tout le bâtiment et que vous faites qu'une étude plancher, vous pouvez éventuellement soit rester sur un modèle 3D, soit si vous voulez vraiment limiter à la modélisation à du 2D, vous pouvez utiliser la fonction 2D dans le plan XY et avec l'option 3D. Ça vous permettra ici d'avoir vraiment juste la partie modélisation qui va se limiter au plan XY. Mais par contre, pour tout le reste, les résultats, les chargements, tout ça, vous aurez toutes les données comme si vous étiez sur un modèle 3D et vous limitez juste la modélisation à du 2D. Pour notre projet ici, on est venu activer, donc on va venir activer la partie vérification du bois pour pouvoir faire nos vérifications
Eurocode 5. Et puis, vous avez aussi la partie surface multicouche dans un premier temps qui est activée, qui va vous permettre justement d'activer les propriétés liées au panneau CLT, notamment, avec toutes les références d'épaisseur. Sur la partie norme, on est sur un projet bois, on a activé le module vérification bois. Donc dans la partie norme, on vient ici activer la partie Eurocode 0 partie bois pour que le logiciel puisse bien générer nos combinaisons spécifiques pour la partie vérification bois. Donc à l'Eurocode 5, notamment avec l'annexe ici de la France, on aura une petite différence ici par rapport à ce qu'on a dans l'Eurocode 0 avec notamment un ELS caractéristique et un ELS quasi permanent qui sont vraiment différents de ce que vous avez dans l'Eurocode 0, avec un caractéristique accompagné que de charge variable, et puis un ELS quasi permanent qui intègre notamment la notion de fluage avec le CADEF que vous pourrez retrouver dans les paramétrages ici. Au niveau de la réglage de normes pour les vérifications, on est sur l'Eurocode 5, ici, et on retrouve aussi les autres annexes si besoin. Nous, on s'intéresse ici à l'annexe nationale de la France pour notre projet. Ok, et une fois que l'on a fait ça, on peut directement venir fermer. Alors si j'ai juste réglé aussi l'axe global Z vers le haut, donc ça toujours ici, vous pouvez dans les paramètres également venir dans les paramètres et options, venir modifier l'axe global Z vers le haut. Ok. Ce qui va nous intéresser ici, c'est déjà dans un premier temps vous montrer rapidement comment on peut modéliser une surface et après venir la décomposer pour avoir déjà ces panneaux CLT, ces trames de panneaux CLT modéliser. Donc pour cela, je vais pouvoir utiliser, alors soit dans la partie objet repère, on peut utiliser la grille de construction, ici créer une grille de construction, ou bien encore vous avez les lignes directrices, c'est le choix que je vais faire ici, de vous montrer la partie ligne directrice. Alors vous pouvez passer par l'arborescence ici, ou bien vous avez depuis un certain nombre déjà de versions des raccourcis directement qui sont disponibles en bas à droite et qui vous permettent tout de suite de retrouver la fonction nouvelle ligne directrice. Juste réduire un peu le tableau ici. Et j'ouvre la fonction nouvelle ligne directrice. Ici, je vais me mettre alors sur des lignes directrices parallèles à X. Ok. Et là, je peux les positionner graphiquement. Je la verrouille. Ici, la ligne directrice qui va être générée. Donc, je viens cocher l'option verrouiller la ligne directrice et j'en positionne une première à 0 ici et je peux faire appliquer. Une fois que j'ai fait ma première, je peux faire la suivante. Donc là, je vais la faire à 5,3 mètres. Je vais faire appliquer et puis je vais en avoir une dernière à 12 mètres. Je vais faire appliquer. Ici, j'ai donc mes lignes directrices qui sont créées. Je vais les faire maintenant en parallèle à Y pour pouvoir délimiter la zone de mon plancher, donc à 0 ici, appliqué. J'en aurai une autre ici à 11 mètres et une seconde ici alors à 17,8 et la dernière qui viendra finir la limite de mon plancher à 28,8. Ok. Donc là ici je retrouve les trames ici de la trame de mon plancher. Je peux éventuellement masquer la grille de points si j'en ai pas l'utilité. Et ici je vais pouvoir maintenant venir définir ma surface. Alors dans le modèle ici on va pouvoir créer des références de matériaux, on a créé des sections. Et là on va pouvoir aussi créer des épaisseurs. Alors j'ai déjà une référence d'épaisseur. On va regarder ça dans la création de la surface. Ici, vous allez pouvoir donc définir une surface polygonale, donc tracer directement la ligne de contour. Et ici, dans la partie épaisseur, on va pouvoir venir définir une épaisseur de type couche. Donc cette définition type couche, elle est disponible parce qu'on a activé le module surface multicouche. Cette définition couche va vous permettre ici de retrouver donc un onglet dans lequel on peut venir définir la composition de son panneau avec ses matériaux, ses épaisseurs et les orientations des différentes couches, des différents plis du panneau. Et bien évidemment, le module intègre aussi toute une bibliothèque. Donc là, on va retrouver la bibliothèque des références de panneaux regroupées par région, par fabricant. Et puis après, en fonction des fabricants que vous choisissez, vous retrouvez éventuellement les sous-produits, les sous-gammes, les différentes gammes de produits proposés par le fabricant. Ici, on est sur un matériau, une référence de panneau Pifto bois.
ici, mais on pourrait très bien prendre un autre produit comme Kailash, Pfeiffer, Stora Enso ou celui que vous souhaitez à ce niveau-là. Ok. Alors je vais revenir juste en arrière, on était sur le matériau en pain 200, celui-ci, et je valide. Ok, donc là ici on retrouve sa composition de panneaux et les épaisseurs de plis. On retrouve aussi le petit résumé, l'affichage, l'aperçu des plis du panneau. Vous retrouvez également ici une partie réduction de rigidité. Dans cette partie-là, éventuellement, si les fabricants ont renseigné ou considèrent des facteurs de modification de rigidité, vous pouvez retrouver les données à ce niveau-là. Et puis, vous avez aussi une partie calcul de rupture de la section nette et de la rupture dans les plans de collage. Ça correspond au mode de rupture ici en cisaillement en mode de rupture 2 et mode de rupture 3. Éventuellement, vous pouvez activer ou désactiver en fonction du type de panneau sur lequel vous travaillez. Donc là, moi ici pour des panneaux de plancher, je vais pouvoir éventuellement les désactiver pour notre exemple de ce jour. Et puis dernier onglet, ça sera la partie matrice de rigidité, où ici je vais retrouver en fonction de ma composition de panneaux, la matrice de rigidité qui est calculée et qui sera réinjectée dans notre modèle, donc 2D ou 3D, pour considérer la rigidité de nos panneaux CLT dans le modèle global. Ok. Bon, voilà pour nos parties composition de couches à ce niveau-là pour la partie CLT. Donc je vais pouvoir valider et on pourra commencer à tracer la surface. Donc là je trace directement les lignes de contour de ma surface. Donc là les lignes directrices me permettent d'avoir tout de suite les points d'intersection pour pouvoir délimiter la trame, la géométrie de mon plancher. Et maintenant, j'ai ma surface qui est créée. Donc là, j'ai une grande surface qui est créée. Et ce que je vais vous montrer maintenant, c'est la possibilité de pouvoir rapidement aussi, si on le souhaite, diviser cette épaisseur, enfin cette surface en plusieurs éléments pour avoir justement la trame de nos panneaux. Ce que je vais faire, j'ai plus tellement besoin des lignes directrices, donc je vais pouvoir les masquer directement par le petit raccourci en bas. Et ce que l'on va pouvoir commencer par faire, c'est récupérer cette ligne-là. Et ce que je vais utiliser, c'est une fonction qui va me permettre de copier cette ligne-là. Donc, je vais utiliser la fonction copier-déplacer. Je vais créer ici 5 copies de la ligne et je vais définir le vecteur de translation. Donc là, sur les 12 mètres. Ce que je vais demander, c'est que je vais lui demander à ce qu'il me répartisse en fait mes 5 copies entre mon nœud d'origine et mon nœud initial de début et de fin de translation. Pour cela, on va pouvoir activer l'option totale, ce qui va lui permettre ici de faire la répartition des 5 copies sur cet intervalle-là, entre mon premier et mon dernier nœud. Donc je vais pouvoir valider et du coup on retrouve maintenant nos lignes qui sont bien réparties sur en fait la largeur ici de notre plancher. Certaines lignes ne sont pas utiles ici, donc je peux les supprimer. Et puis ici, pour pouvoir nettoyer cette partie-là au milieu, je vais faire la connexion des lignes, la division des lignes à ce niveau-là. Ça permet de retirer certains éléments. Je vais pouvoir également venir, donc là j'ai ma largeur de panneau, et je vais pouvoir aussi venir couper en longueur mes panneaux. Donc là je vais venir par exemple rajouter une ligne qui vient de là à là, et ce que je vais pouvoir faire, alors là j'ai oublié une partie couloir, alors je vais venir la corriger juste après, celui-ci va venir s'arrêter là. Au passage on voit que là il y a des nœuds qui s'affichent en bleu, alors c'est des nœuds qui appartiennent aux barres, parce que là j'ai la fonction ici connexion automatique des lignes qui permet de définir en fait les pointes des intersections de lignes en nœuds sur les lignes directement. Et ce que je vais faire, c'est que je vais venir diviser cette partie-là comme ceci. Ok, celle-ci ne sera pas utile, donc je peux venir éventuellement, alors je n'ai pas besoin de celle-ci, j'aurais pu faire retirer le nœud, voilà, comme ceci. Et ce qui va m'intéresser maintenant, c'est demander en fait à diviser ma surface par rapport au tracé que j'ai à l'intérieur de ma surface. Pour cela, on va pouvoir faire un clic droit et ici, je vais pouvoir faire diviser la surface avec des lignes d'intersection. Et maintenant, je me retrouve avec la décomposition
en différents éléments, différentes surfaces qui vont correspondre à les différents panneaux. Et ce qui va nous intéresser pour la suite, ça va être avoir les trames ici par rapport aux appuis des panneaux. Les panneaux seront en appui sur, par rapport à des appuis Linux sur la largeur ici de notre plancher. Donc ce que l'on pourra faire, c'est par exemple prendre nos lignes que l'on a ici et procéder de la même façon, c'est-à-dire faire copier ou déplacer. Ici, on va passer sur 6 copies et là, je vais copier sur toute la longueur de là à là, bien les 28,8 mètres. Je garde toujours l'option totale d'activer, ce qui va me permettre maintenant de venir créer les copies sur les lignes suivantes et après je pourrais refaire éventuellement, si je veux refaire des divisions au niveau des lignes, faire les intersections et là après on pourra continuer à définir les appuis, éventuellement les poutres support. Et pour voir cette partie là, on va passer maintenant sur le modèle que je vous ai présenté, que je vous ai montré au tout début. Voilà pour les petites astuces sur la partie modélisation que je voulais vous montrer avec la création de surface et puis la partie division des surfaces à partir de la création d'une trame de calpinage des panneaux. Donc je vais pouvoir basculer sur notre modèle avec lequel ici on peut trouver des appuis. Donc effectivement sur chaque ligne ici qui viennent, on a défini des appuis linéiques et on peut voir aussi qu'on a des poutres. On a des poutres support de plancher qui sont représentées ici. Donc ces poutres, elles sont tronçonnées au point d'intersection entre nos lignes de contour de plancher. Donc ce qu'on pourra faire à ce niveau-là, pour qu'on puisse considérer dans la vérification une seule poutre à ce niveau-là, plutôt que deux petits tronçons de barre, et du coup contrôler la flèche vraiment sur nos deux barres qui sont coupées ici. Pareil pour cette partie-là, on va pouvoir créer des ensembles de barres. Donc là, je pourrais faire un lasso, faire un clic droit sur une barre, et dans les propriétés de barre, demander à créer des ensembles de barres. Donc là, il me définit, il trouve que j'ai 11 ensembles de barres à créer. Et ici, on va pouvoir voir, maintenant, on a une petite enveloppe qui se forme autour, en pointillé, qui va me permettre de définir l'ensemble de barres. Pour la suite, sur ce modèle, on a également ici, on peut le voir, la représentation d'articulation linéique entre panneaux. Donc les panneaux ne sont pas encastrés entre eux. On a une articulation. Alors pour cette articulation, ici, on a fait le choix de venir définir une articulation avec une raideur en translation selon l'axe de la ligne et également perpendiculaire à l'axe ici dans la direction Y. Et puis on a également libéré la rotation autour de l'axe de la ligne ici autour de phi x. Donc là, cette articulation-là, elle est assignée à toutes mes différentes surfaces et à différentes lignes de contour de nos surfaces. Donc là, on retrouve bien nos articulations à ce niveau-là. Ce qui va également nous intéresser ici, c'est qu'on a défini nos panneaux et ça va être après de pouvoir contrôler le sens de portée des panneaux. Donc ça, c'est un point important à contrôler quand on est sur un projet avec du CLT, savoir comment portent nos panneaux. Donc pour cela, on va pouvoir venir afficher l'orientation des plis avec les indices, les numéros des plis pour pouvoir contrôler que on a une bonne orientation des plis de nos panneaux par rapport au sens porteur. Donc pour cela, on pourra aller dans la partie navigateur affiché, dans la partie surface, et on va pouvoir activer la partie direction des couches. Et également activer la partie indice qui vous permet d'activer la numérotation des plis. Ici, on peut voir donc la représentation en rouge les plis et en vert aussi les plis. Donc en rouge, on aura les plis, notamment ça va intégrer les plis extérieurs et puis également les plis milieu ou intermédiaires. Et puis là, on sera que sur des plis à l'intérieur de la composition de notre panneau pour l'affichage en vert. Ici, donc, on peut voir que par rapport à nos panneaux qui portent ici sur la longueur, on a bien l'orientation des plis porteurs dans la bonne direction. Le seul point où on pourra peut-être venir corriger, ce sera cette partie-là. Donc là, on a une partie, on va dire, couloir. Et ici, on a un panneau qui sera redéfini au niveau du sens de portée. Pour cela, on va pouvoir directement modifier cela et venir effectuer une rotation de cet axe. Donc on va pouvoir tourner de 90 degrés et valider. En faisant cette modification, je vois bien que mes plis ici sont bien tournés, donc j'ai bien réorienté le sens de portée pour ce panneau.
Voilà globalement les appuis. Je suis pas passé dessus, mais on est sur des appuis ici proposés de base, hein, articulés, simples. Ici, donc on a simplifié ça là-dessus. Après, si vous avez plutôt que des appuis linéiques, des appuis avec des poteaux, rien ne vous empêche de définir des zones d'appui ponctuelles si besoin. Pour notre modèle, on a simplifié également la partie put, c'est-à-dire que là on reste avec des puts dans l'axe. Éventuellement on pourrait aussi faire des entr'axes, définir des libérations linéiques pour dire définir une liaison entre nos barres et nos surfaces. Ici on reste avec cette hypothèse-là pour notre exemple. Ok, je vais pouvoir remasquer la partie direction des couches et je peux revenir ici. Ce modèle-là, on avait également défini des charges. Donc ici, on va retrouver le cas poids propre. Sur le cas poids propre, ici, on a une charge de 3 kN par mètre carré. On peut représenter la présence d'une chape, la présence d'éléments de finition, éventuellement d'éléments aussi en sous-face de notre panneau. Donc on a défini 3 kN et pour la partie charge d'exploitation, on est resté également sur une charge de 3 kN. Si jamais on est amené à faire évoluer et qu'on passe d'un espace habitation à un espace bureau, on est resté ici sur une valeur du coup de 3 kN pour être dans le cas éventuellement plus défavorable et dans le cas éventuellement d'une future transformation si on était initialement sur un plancher à destination d'habitation. Donc voilà, et avant de passer sur le détail par rapport aux combinaisons, on va pouvoir peut-être regarder la partie, pourquoi pas, on pourra passer tout de suite sur la partie combinaison, on passera après sur la partie paramétrage. Donc ici, pour la partie combinaison, je vais pouvoir ouvrir ici, modifier les cas de charge, et ici, donc, on va avoir notre premier cas de charge poids propre, notre second cas de charge exploitation. On peut voir que comme on est avec le module vérification bois d'actifs et la norme Eurocode 0 partie bois, ici on a un lien avec les informations sur la durée de charge, donc qui s'ajuste automatiquement en fonction du type de catégorie d'action choisie, mais vous avez également la main dessus s'il faut la réajuster. On retrouve les actions et les situations de projet. Pour la partie situation de projet, on va également s'intéresser à une partie feu dans notre projet. Donc on va pouvoir rajouter déjà une situation dédiée. Donc pour cela, je vais pouvoir créer ici un cas accidentel feu psi 11 que je pourrais utiliser ici pour mon calcul. Ok, je vais également avoir ici le réglage sur l'assistant de combinaison. Ici, on est sur des analyses du second ordre. Je vais les basculer en analyse géométriquement linéaire. Et comme je vous disais tout à l'heure, ici, on retrouve les paramètres LS caractéristiques spécifiques ici à notre Eurocode 0 plus partie bois qui sont générés. Pareil pour la partie quasi permanente. Ici, on retrouve bien les ELS générés spécifiquement par rapport au choix de la norme. Ici, je retrouve mes combinaisons d'actions et mes combinaisons de charges qui sont générées automatiquement pour cette partie. Ok, je vais pouvoir valider et on va pouvoir continuer. Ce qui va nous intéresser maintenant, ça va être de regarder la partie paramétrage pour justement anticiper sur la partie suivante qui sera la vérification. Donc pour justifier et vérifier nos barres, on va venir régler les paramètres sur nos barres et sur nos surfaces. Je vais pouvoir éventuellement sélectionner directement, alors soit graphiquement, soit dans l'arborescence. Ici, j'ai mes ensembles de barres. Je peux double-cliquer sur l'un de mes ensembles de barres. Et ce que l'on va faire, c'est que plutôt de régler les propriétés de calcul pour la vérification sur les barres individuellement, on va l'activer sur la globalité de nos ensembles de barres ici. Et je vais pouvoir continuer. J'ai maintenant la partie type de calcul qui va me permettre de paramétrer les réglages de longueur efficace. Ici, dans notre projet, alors je peux ouvrir si je le souhaite cette partie-là. Alors là, il m'indique juste qu'il a
supprimer en fait tous les réglages sur les barres individuellement pour que ça soit actif que sur les ensembles de barres. Et là, sur la partie stabilité, on pourrait éventuellement faire les contrôles de flambement, déversement, si on le souhaite. Ici, on est sur des poutres support de plancher. Je vais prendre l'hypothèse où effectivement la partie longueur efficace, je ne vais pas le considérer puisque je vais prendre l'hypothèse qu'avec la liaison plancher, je vais négliger cette partie analyse de stabilité. Je vais considérer qu'on peut la négliger et on va directement passer sur la suite. Ici, on a la partie classe de service qui va permettre de modifier en fait la classe de service pour la partie ELU. Et puis ici, la partie réduction locale de section qui permettra éventuellement de définir des entailles, soit des entailles en milieu de poutre ou bien également au niveau des appuis pour faire les vérifications associées. Ici, dans la partie configuration de calcul, je vais retrouver les paramètres pour la partie configuration ELU. Ici, j'ai qu'un seul réglage, le réglage qui est proposé par défaut, mais en réalité, dans un modèle, je pourrais éventuellement avoir plusieurs réglages associés à différents éléments, différents types de barres dans mon modèle. Par exemple, des poteaux, les poutres, les pannes ou autres. Ici, on va rester avec juste un réglage commun à tous mes éléments, puisqu'on a toutes des poutres de support de plancher ici. Et ici, on va pouvoir regarder ce qu'on a comme paramètres. On a comme premier paramètre la partie effectuer l'analyse de stabilité. Donc j'ai dit tout à l'heure qu'on allait négliger cette partie-là, qu'on n'allait pas la considérer. Je peux venir désactiver, ce qui permettra de ne faire que les vérifications ici du coup de contrôle de section ELU. Je retrouve d'autres options, notamment sur les réglages par rapport aux poutres à double décroissance ou poutres courbes. Ça, je peux les garder d'activer. Ce qui est proposé par défaut, pareil pour ces barres-là, l'angle limite pour les lamelles tranchées. Je retrouve aussi éventuellement la possibilité d'activer la partie système, l'effet système avec le cas système pour cette partie-là. Je suis dans les paramétrages des barres, mais je peux déjà avoir aussi l'aperçu sur les réglages pour mon paramètre par défaut ici, pour la partie ELU sur les surfaces. Donc là, on peut voir qu'on n'a aucun paramètre hormis éventuellement la partie cas système qu'on retrouve ici. Et puis, ce que l'on aura, ça sera dans la partie paramètres de normes. Pour les ELU, on pourra venir éventuellement activer certaines propriétés qui permettent d'augmenter la résistance de nos éléments. Donc, par exemple, ici, on est sur des poutres lamelées collées. On aurait certainement la possibilité d'activer le cache par rapport à la hauteur de nos sections, puisque là, on est sur des sections inférieures à 600 mm. Donc par défaut, le logiciel a ces options de désactiver pour être sécuritaire, mais vous avez la possibilité ici de venir cocher, activer des paramètres qui permettent ici d'augmenter la résistance de vos modèles. Donc là sur la partie bois massif, bois laminé collé, ou bien aussi sur la partie lami bois, vous avez aussi ces options-là. Ok. Donc ça c'est pour la partie ELU. On va retrouver également les paramètres sur nos barres pour la partie ELS. Je retrouve ici. Sur la partie ELS, on retrouve les critères ELS pour le contrôle de nos flèches, sur des poutres sur deux appuis ou sur des poutres en porte-à-faux. Et là, on a une petite note sur la partie analyse pour les vibrations, avec ici une valeur W1 limite de 5 mm qui est proposée. Alors vous avez la main dessus pour pouvoir la réajuster. Donc ça, je repasserai dessus, mais c'est en lien avec des méthodes simplifiées qui peuvent être faites, ou bien encore avec l'annexe de la France. Si votre plancher est supérieur à 8 Hz, vous pouvez mettre votre limite éventuellement de flèches ici à contrôler. Et puis là, si je passe sur les surfaces, je retrouve exactement les mêmes critères, les mêmes réglages possibles, mais cette fois-ci qui s'appliqueront aux surfaces. Ok. Et puis je repasserai sur la partie feu également juste après. Je peux déjà peut-être regarder tout de suite sur la partie feu. Ici, vous allez pouvoir ici régler pour les barres donc la durée de résistance au feu de vos barres. Ici, par exemple, quand on a une surface au-dessus de nos barres, on va considérer qu'on n'a que la face gauche, droite et basse inférieure qui sont exposées au feu. Donc là, vous avez aussi des rappels aussi par rapport aux axes repères locaux de votre barre. Et puis là, sur la durée de résistance au feu, on pourra la réajuster éventuellement à 60 minutes de résistance au feu. Ok, je repasserai dans les surfaces après quand
jonglera sur la partie, on basculera sur la partie surface. Ici, on retrouve tout ce qui est propriété, paramètres de la norme pour le feu avec les vitesses de carbonisation, de combustion par rapport aux différents matériaux qui peuvent être utilisés pour la partie bois. Ok. Donc là, c'était pour la partie configuration de calcul sur nos ensembles de barres. Et le dernier point, ce sera la partie flèche et appui de calcul sur nos barres. Donc ici, vous retrouvez donc l'ensemble de barres. Alors, ça peut varier en fonction de celui qu'on sélectionne. Là, si je me mets sur tout, j'ai tous mes ensembles de barres qui sont sélectionnés. Et ce que l'on va pouvoir faire ici, ça va être, dans un premier temps, par exemple, définir des appuis de calcul. Alors, les appuis de calcul, ils vont permettre aussi de définir éventuellement les travées pour les contrôles de flèches à vérifier. Ici, on est nous sur des poutres à une travée, donc ce sera juste des appuis en extrémité. Si vous ne définissez rien, dans tous les cas, ce sera les vérifications de flèches sur la longueur totale de votre barre ou de votre ensemble de barres. Ici, je vais donc pouvoir créer un appui de calcul et on va voir ce que ça va également pouvoir permettre de calculer en plus. Ici, l'appui de calcul va me permettre de définir ici la longueur d'appui. Donc là, je vais laisser sur une longueur d'appui de 300. Je vais pouvoir ensuite préciser l'orientation de l'appui et je vais pouvoir également éventuellement demander à prendre en compte une réduction d'effort tranchant au niveau des appuis. Conformément à l'Eurocode 5. Et puis je peux également ici, je vois que j'ai le KC90, ce qui veut dire que la définition d'un appui de calcul ici, avec un appui direct, va me permettre de faire aussi une vérification complémentaire, qui sera la vérification à la compression perpendiculaire au fil. Et là-dessus, je pourrais réajuster ma valeur de KC, par exemple, à 1.75 ici pour mon KC90. Ok. Je vais pouvoir reprendre le même réglage aux deux extrémités. Donc là également, vous pouvez avoir éventuellement dans un modèle plusieurs réglages d'appui de calcul à ce niveau. Ok, et puis ici je retrouve les réglages de flèches, donc les directions, savoir si je considère les appuis déplacés ou non déplacés, et puis là les longueurs de flèches qui seront contrôlées. Ok, de travées qui seront à contrôler. Donc ça c'était pour nos barres, nos ensembles de barres. On voit que maintenant j'ai les appuis de calcul qui se sont rajoutés ici, qui sont modélisés. Et maintenant, on va pouvoir regarder sur la partie surface. Alors, on a déjà commencé à regarder un peu les surfaces, mais dans les surfaces, ce sera la même chose que pour les barres ou les ensembles de barres. Ici, on a les propriétés de calcul qui sont activées, ce qui permet de retrouver ici la partie configuration de calcul. Donc là, on retrouve exactement en fait les mêmes options que ce qu'on avait tout à l'heure avec la partie surface ici. Pareil pour le LS, c'est la même interface, surface. Et puis pour le feu, que je n'ai pas réglé tout à l'heure pour les surfaces, je vais pouvoir y aller ici. Et dans la partie feu, pour nos surfaces, on va pouvoir régler par exemple 90 minutes de résistance au feu, préciser si on est sur des surfaces ou des panneaux pour les murs, ou si on est sur des panneaux de plancher. On va également pouvoir préciser si on considère que l'intégrité des joints de collage est maintenue pendant l'exposition au feu ou si elle est non maintenue pendant l'exposition au feu. Ça va dépendre aussi des propriétés et des données des fabricants. Donc dans le cas où je l'active, notamment, je vais me retrouver avec un facteur K-bêta qui va notamment permettre de venir apporter une accélération à la vitesse de combustion. Donc on va augmenter, on va doubler en fait la vitesse de combustion au passage de couche. Et également, on va avoir un autre critère ici sur la partie panneau multicouche qui sera savoir l'épaisseur efficace en fait résiduelle, qui ne sera pas à considérer pour la résistance au feu. C'est-à-dire que dès qu'on aura une épaisseur qui va être inférieure à 3 mm, le logiciel va considérer qu'il ignore en fait dès qu'on sera à moins de 3 mm la couche pour le calcul. Donc ça, éventuellement, vous avez aussi la main pour pouvoir ajuster ça. Et puis, comme tout à l'heure, ici, là, on est sur une exposition au feu sur la partie inférieure, mais vous pouvez éventuellement changer, exposer les deux, la face supérieure et la face inférieure, éventuellement. Et vous avez aussi, pour les parties, pour les surfaces, la possibilité aussi de considérer une protection au feu à ce niveau-là. Donc ça, la partie feu, c'est une grande nouveauté par rapport à RFEM 6 sur la partie calcul feu pour le CLT. Ici, on va avoir après tout ce qui est paramètres, donc on l'avait déjà aperçu tout à l'heure, et les paramètres pour le CLT, pour le bois, lamelé croisé, on les retrouve à ce niveau-là. Ok.
Donc maintenant, sur la partie surface, on va également avoir le réglage sur les flèches. Alors par défaut, le réglage qui est défini sur les longueurs de référence, ce sera la longueur max, la ligne de contour maximale de votre surface. Donc là, sur toutes nos surfaces, ce sera plus ou moins 4,8 mètres. On va juste contrôler parce que on a une surface ici pour les couloirs, le sens de portée était différent. Et puis on a de toute façon, si c'était dans ce sens-là, on a plus de 4,8 mètres. Donc là, 4,8 mètres, c'est la longueur qu'on a entre poutres ici, entre appuis. Éventuellement, je peux éventuellement aussi l'ajuster manuellement si besoin. On peut également préciser si on est sur des surfaces en porte-à-faux, si on est sur des surfaces en appui standard. Et puis sur les déplacements aussi, on peut préciser si on doit considérer ou non les déplacements d'appui ou si on est sur un système non déformé. Donc on a aussi des options de réglage ici pour le contrôle de flèche de nos surfaces. Et dernier point, vérification du bois. Ici, ça sera le réglage de la classe de service pour le calcul ELU de nos surfaces. Ok. Donc ici, je vais juste réajuster sur celle-ci la partie flèche. Donc effectivement, là, il prend la ligne max, donc 6,8. Je vais passer sur la ligne minimale qui sera de 1,9 et je vais valider. Ok. Bon, là, on a vu les différents paramétrages, on a réajusté les paramètres sur nos barres, sur nos surfaces, et on va pouvoir poursuivre et maintenant basculer sur la partie calcul. Donc sur la partie calcul, on va pouvoir se rendre dans la partie tableau de l'interface de RFEM. Ici, vous avez ici la partie vérification du bois dans les tableaux. Et en fait, on va retrouver ici un résumé sur les différents points à calculer. Ici, on va calculer le LU, le LS, caractéristiques quasi permanents, le LU accidentel feu. Je vais pouvoir aller dans les onglets suivants. Si jamais vous avez juste certaines combinaisons à calculer, vous pouvez aussi venir choisir les combinaisons à calculer plutôt que de tout calculer. Je vais pouvoir regarder les objets à calculer. Ici, nous, on s'intéresse que aux ensembles de barres et aux surfaces. Inutile de demander à calculer les barres individuellement, sachant que de toute façon, les paramètres sont liés à nos ensembles de barres ici et non aux petits tronçons. Si jamais j'avais d'autres barres, je pourrais très bien aussi quand même les prendre au calcul. Ici, je vais pouvoir aller sur la partie matériaux. Je retrouve le résumé des matériaux dans mon modèle. Sur la partie section, pour les barres, alors petite information sur les barres, vous avez aussi une possibilité de définir une optimisation. Donc si vous faites un calcul, vous vous rendez compte que ça passe pas, on peut lui demander d'optimiser la section pour la partie vérification ELU. Et le ratio, vous pouvez le paramétrer directement dans les paramètres globaux ici et vous pourrez réajuster le critère d'optimisation ici qui est de 100%, un ratio de 100%, un taux de travail de 100%. Et là, vous pourrez ajuster ce taux de travail qui sera dédié ici au réglage pour la partie optimisation. Et dans la partie optimisation, vous pourrez préciser si vous optimisez la hauteur, la largeur de vos sections. Je retrouve les épaisseurs, donc là la référence d'épaisseur assignée à nos surfaces. Et puis après, les paramètres de configuration ELU, ELS et de résistance au feu qu'on est venu réajuster ou modifier. Et puis les derniers onglets, ce sera le résumé sur les ensembles de barres avec tous les réglages associés et sur nos surfaces avec également les réglages associés. Ok, on va pouvoir maintenant basculer sur la partie calcul et on va exécuter le calcul. Donc pour cela, je peux directement cliquer sur afficher les résultats et RFEM va lancer le calcul. Donc pour pouvoir faire la vérification bois, il va d'abord mailler le modèle. Ça, on n'a pas regardé, mais on peut venir aussi modifier la taille du maillage sur notre modèle, ajuster cette taille de maillage. Je pourrais l'afficher juste après. Et puis après, on va avoir donc pour la vérification besoin de calculer les différentes combinaisons ELU, ELS et les combinaisons feu. Et une fois qu'il aura ces résultats d'analyse statique, il pourra faire la partie vérification bois sur les éléments du modèle. On a nos différentes combinaisons. Et la partie bois qui va s'exécuter. On calcule les barres, les ensembles de barres, et la partie calcul sur nos surfaces.
Donc dans la partie surface, que va faire le logiciel, comme on a des plis, il va recalculer, donc il va récupérer les résultats de notre modèle avec la descente de charge, et il va faire le calcul pour la redistribution des contraintes dans les plis de nos panneaux CLT. Ok, donc là, le calcul est fini, et je vais pouvoir avoir accès aux résultats. Ok. Donc là, j'ai déjà les tableaux qui sont affichés, l'affichage des résultats graphiques. Donc ici, au niveau du modèle, tout d'abord sur la partie résultats graphiques, j'ai les résultats qui s'affichent sur mes barres. Donc si je masque les résultats sur les surfaces ici, je peux visualiser les résultats graphiquement sur mes barres, pardon, mes ensembles de barres avec ici le taux de travail. Je peux éventuellement filtrer avec juste des résultats éventuellement ELS, juste des résultats de résistance au feu ou bien juste les résultats ELU, ou si je rentrais dans le détail, afficher aussi que certaines vérifications, cisaillement ou autres, je peux aussi filtrer tout ça pour afficher juste le ratio par rapport à la vérification qui m'intéresse. Sinon, je peux rester avec ici le max, l'enveloppe de tout. Ce que je vais également avoir sur cela, ce sera après, sur la partie graphique, les résultats sur les surfaces. Donc pour les surfaces, si j'affiche les résultats de surface, alors j'ai désactivé pas la bonne coche, hop, ici, ce sera le même principe. Ce qui sera intéressant sur la partie CLT, c'est que par rapport à ce qu'on pouvait avoir dans RFM5 avec RFLaminate, où on avait les résultats qui étaient possibles d'afficher uniquement pli par pli, là dans RFM6, avec le module vérification du bois, vous avez directement le ratio max sur l'enveloppe totale, sur l'épaisseur totale du panneau. Et éventuellement, après, vous pourrez demander à afficher ce qui se passe dans chaque pli et regarder ce qui se passe dans chaque pli. Mais sinon, par défaut, ici, l'affichage que vous avez, c'est le ratio max sur l'épaisseur totale. Et donc là, on a la partie affichage de résultats pour le LU, pour le LS, mais également pour la partie résistance au feu. Et sur le même principe que pour les barres, vous pouvez demander à afficher que les résultats liés à l'ELU basique, standard, que les résultats liés à l'ELS ou que les résultats liés à la partie vérification résistance au feu. Au niveau de ces résultats-là, vous allez avoir accès au tableau. Le tableau, il va vous permettre d'avoir un résumé sur différentes choses, sur les résultats au niveau des barres, sur les résultats au niveau des surfaces. Tout d'abord, au niveau des barres, vous allez retrouver les ratios par vérification, de vérification par situation de projet, par chargement, par matériau, par section, qui vous permet de filtrer les résultats selon différents modes d'affichage, ici de classification. Si on regarde ici pour une partie vérification ELU standard, ici, alors j'aurais pu prendre la compression perpendiculaire au fil peut-être, on va retrouver ici les vérifications associées. Donc vous avez les données d'entrée avec les résultats, mais vous avez aussi les formules de calcul détaillées qui sont disponibles à ce niveau. Ça, vous pourrez également demander à les envoyer au rapport. S'il y a besoin, on pourra documenter ça. L'autre partie, ici, c'est par exemple sur la partie feu, je vais pouvoir voir que j'ai bien la calcul de réduction de section qui est fait ici. Donc là, j'ai ma réduction de section, donc des 240, 440, je passe à 142 par 391. Et je retrouve les informations sur le calcul de réduction de section. Ce qui va un peu plus m'intéresser ici, ce sera la partie surface. Et sur la partie surface, ici, je vais retrouver le même principe de classification. Donc là, je retrouve mes résultats par situation de projet, par chargement, par matériau, par épaisseur, par surface. Vous pouvez voir donc les ratios max directement qui s'affichent là. En fonction de là où vous cliquez dans le tableau, c'est la même chose pour les barres. Vous avez la petite flèche ici qui vous indique où se trouve en fait la ligne que vous avez sélectionnée, où se trouve le résultat dans le modèle. Directement avec la flèche rouge. Et ce qui va nous intéresser ici, c'est par exemple sur la partie vérification feu, je vais pouvoir prendre une vérification, par exemple, hop, celle-ci. Je double-clique dessus.
Et dans la partie feu, je vais retrouver donc également, sur le même principe, les vérifications avec ici les formules de calcul. Et ce qui va m'intéresser ici, c'est de regarder les profondeurs de carbonisation. Et là, je vais pouvoir regarder pli par pli ce qui se passe. Par exemple, je vois que la couche 5 inférieure, bah, elle est totalement brûlée, totalement carbonisée, et que la couche 4, alors j'ai un petit point d'exclamation ici qui m'indique qu'en réalité bah, j'ai une épaisseur de couche restante de 2 mm, mais comme elle est inférieure aux 3 mm du réglage, du paramètre, bah, elle sera considérée comme désactivée au calcul. Donc au final ici je me retrouverai avec que 3 couches, même s'il me reste 2 mm ici à ce niveau-là. Je peux regarder justement ce qui se passe au niveau de la coupe de ma composition de panneau, et je peux afficher la coupe ici avec la distribution donc du taux de travail dans ce qui me reste du panneau. Donc là j'ai en couleur la partie restante du panneau, et là en gris la partie brûlée, la partie carbonisée. Je peux également afficher, si je veux, les résultats de contraintes dans les plis du panneau. Donc là j'aurai plusieurs réglages également d'affichage si je souhaite consulter la distribution de contraintes dans l'épaisseur du panneau. OK. Et donc là ici on était avec les paramètres où effectivement au niveau de la partie colle, on avait une accélération de la vitesse, on avait une vitesse multipliée par 2 à ce niveau-là, et puis on peut éventuellement regarder ce que ça pourrait changer dans ce cas-là si on vient modifier ce critère-là sur la partie configuration de calcul, résistance au feu. On pourrait très bien venir modifier ce critère-là. Dans ce cas-là, on aurait une augmentation de la partie pli restant. Donc du coup, je peux éventuellement régler ça. OK. Pour voir ce que ça changera au calcul. Je repars ici sur la partie calcul bois et je demande à afficher le calcul. Alors comme la partie ELU, ELS, il a déjà calculé, voilà, il me recalcule que les combinaisons liées à la partie vérification feu que j'ai modifiée, et comme ça je vais pouvoir avoir la justification sur ces points-là. OK. Donc là, il est en train de recalculer pour les différentes surfaces. Donc du coup, en fonction de des épaisseurs de couches brûlées, il recalcule la redistribution de contraintes dans chaque pli. Et ensuite, fait les vérifications conformément à la partie vérification bois de l'Eurocode. Donc je vais avoir maintenant les résultats, et si je reviens sur les paramètres détaillés de calcul pour voir la coupe de mon panneau, je vais pouvoir visualiser comment évoluer maintenant en modifiant ce critère sur la partie colle, qui est toujours lié ici aux propriétés des panneaux selon les fabricants. OK. Donc là ici, au niveau des taux de travail sur le feu, on a un peu plus, on a un ratio plus faible. Et si je regarde en détail, ici sur la composition de ma partie feu, alors je suis sur les barres, c'est pas bon, c'est ici, sur les surfaces. Sur ma partie feu ici, j'ai toujours un ratio plus faible, hein. Je vais pouvoir regarder en détail. Ici sur la partie profondeur de carbonisation, je vois que j'ai la couche numéro 4 qui est réduite. Donc je perds toujours la couche 5, mais la couche 4 est réduite, et on a encore 14,5 mm que je peux retrouver à ce niveau-là. OK. Et donc si j'affiche la distribution de contraintes, je la retrouve ici. OK, donc voilà pour la partie feu, qui est ici une grande nouveauté sur RFEM avec le module surface multicouche et vérification du bois, qui vous permet du coup de faire le calcul, les vérifications au feu, donc maintenant sur la partie barre, mais aussi également à présent sur la partie surface, et notamment sur les panneaux CLT. On a regardé la partie feu, on va s'intéresser maintenant à la partie ELS. Alors ELS ici, si on regarde l'ELS caractéristique ou quasi permanent,
on va directement avoir un contrôle de flèche. Alors ici, donc là sur celle-ci, j'ai pas grand-chose, mais c'est plutôt sur celle-ci. Ici, on va pouvoir regarder. Alors du coup, ici pour la flèche, il contrôle directement la flèche qu'il obtient ici par rapport aux critères limites de flèche qu'il recalcule ici, par rapport à ma longueur de référence pour mes surfaces. Je retrouve mes formules là. Mais ce qui va nous intéresser plutôt, ce sera plutôt de regarder la partie vibratoire. Pour la partie vibratoire, je vais venir créer un cas spécifique et du coup, je vais venir créer un nouveau cas de charge. Au niveau de la situation de projet, ici, je crée donc une nouvelle situation. Je vais juste désactiver l'assistant de combinaison. J'ai plus besoin que des nouvelles combinaisons soient générées, puisque là, je vais venir définir une situation de projet que je vais prendre, alors peu importe, un caractéristique quasi permanent, je vais venir la renommer et je vais mettre vibration et je vais venir créer une combinaison de charges. Alors sur la combinaison de charges, ça peut varier. Ici, je vais prendre ici, par exemple, 100% de mon poids propre. Donc ça, je vais créer ma combinaison associée à ma situation de projet vibration. Je vais prendre 100% de mon poids propre et une partie de mon exploitation. Je vais considérer ici 30% de mon exploitation au niveau du chargement. Ok, alors là-dessus sur la partie vibration, ce que l'on va vous proposer, il y aura plusieurs approches possibles. Dans la partie annexe française, on a une approche possible qui est si vous avez une fréquence supérieure à 8 Hz, dans ce cas-là, vous pouvez contrôler le critère A par rapport à B avec un critère de rigidité avec une charge unitaire. Et puis après, vous avez aussi des vérifications en dynamique avec des vitesses de réponse impulsionnels qui peuvent être faits. Alors là, ça demandera une analyse avec historique de temps pour faire de la vibration forcée sur vos planchers. Là, ce qui va nous intéresser, c'est plutôt de regarder les choses qu'on a déjà publiées, notamment sur notre site, avec ici des méthodes qui sont des articles qui sont déjà disponibles. Première méthode qui est proposée, c'est une méthode dans laquelle vous retrouvez l'article. Hein. C'est une méthode simplifiée où, par exemple, pour les barres, on peut faire un lien entre la fréquence, le calcul de fréquence d'une barre, et le calcul de flèche de la barre. Avec ces deux formules-là, on peut faire le lien entre ces formules-là qui permettra de sortir en fonction d'une fréquence, en fonction d'une valeur de flèche, une fréquence, ou inversement, en fonction d'une valeur de flèche, euh, en fonction d'une fréquence, pardon, une valeur de flèche. Donc là, ici, vous retrouvez cet article qui est disponible, et notamment sur les approches là-dessus avec les barres, vous avez un PDF qui est téléchargeable, qui vous donne les liens entre les différentes configurations, différents types de supports aussi, s'il y a plusieurs travées au niveau de votre poutre. Là-dessus, vous retrouvez les formules simplifiées pour ce calcul-là. Première approche, donc celle-ci, dans laquelle on pourra utiliser, du coup, par exemple, sur les barres, le critère ici de réglage qui est dans la partie configuration de calcul ELS, un réglage de flèche ici, et ensuite du coup venir lancer un calcul sous notre charge, sous notre combinaison pour la partie vibration et contrôler ça. Pareil sur la partie surface ici de plancher. Alors après, vous trouvez aussi dans la partie annexe, dans la partie allemande, vous retrouvez aussi des approches simplifiées avec des critères aussi de flèches en fonction de fréquence par rapport à des études de plancher qui sont aussi compatibles avec des modèles simplifiés. Voilà, on va pouvoir lancer le calcul pour voir ce que cela donne ici. Donc on va pouvoir aller dans la partie vérification du bois et dans la partie données d'entrée, je vais juste revenir sur mes situations de projet. Je vais désactiver les paramètres ELU, ELS standard. Je vais garder que le dernier ELS que j'ai généré et que je vais changer en mode ELS vibration pour pouvoir considérer mon critère de W limite. Et je vais lancer le calcul. Donc là, je vais juste faire un contrôle de flèche sur ma combinaison 8 par rapport à mon critère de 5 mm qui était proposé ici par défaut. Alors, je ne l'ai pas réajusté, mais après, on pourrait très bien réajuster le critère de 5 mm ici, ou bien par rapport à, si on réfère à l'annexe de la France, avec le critère A, on pourrait très bien aussi modifier si on mettait une charge ponctuelle et qu'on
c'est sortir le ratio ici. Donc là, ici, on a des ratios qui ne passent pas. Alors après, ces approches simplifiées, elles sont aussi compatibles ici sur des modèles plus simples, plus standards, de panneaux sur appui simple, ici. Un panneau de plancher plus simple. Donc ici, une autre approche possible qui sera avec, par exemple, la méthode de Ham et Richter qui peut être présentée ici. Vous retrouvez également dans un article technique ici sur la partie vibration de panneau CLT. Vous avez des comparaisons avec des éléments barres et après une partie surfacique. Vous avez également de la partie vibration forcée. Alors là, vous avez le diagramme en allemand. Je vais juste le passer en français ici. Et donc pour cette partie-là, avec la méthode Ham et Richter, vous avez ici le principe où vous faites une analyse modale pour déterminer la fréquence propre de votre plancher. L'avantage de cette approche-là, c'est que si votre plancher a une fréquence inférieure à 8 Hz, bah, vous avez des propositions qui vous sont faites pour pouvoir le contrôler. Chose qui n'est pas disponible avec l'annexe de la France. Et par ailleurs, ce qui est prévu dans le futur Eurocode 5 se rapproche aussi de cet aspect-là, avec différents types de classement de plancher et du coup différentes fréquences limites possibles en fonction de l'usage des planchers et du critère de plancher qu'on aura. Et à ce niveau-là, donc par exemple sur Ham et Richter, vous avez soit un plancher avec un F limite de 8 Hz, soit un autre critère de 6 Hz, donc 6 Hz pour de l'habitation et 8 Hz plutôt pour de l'espace collectif du bureau, des choses comme ça. Et puis si jamais vous respectez pas ce critère-là, vous avez des options avec un contrôle d'accélération. F-min, ça sera 4,5 Hz. Un contrôle d'accélération, donc là en analyse dynamique. Et si vous respectez ce critère-là, bah, vous pouvez simplifier par juste un contrôle de rigidité sous charge unitaire. Donc c'est ce qu'on va regarder ici. Et pour cela, je reviens dans RFM. Je suis sur celui-ci, ouais. Ouais, c'était celui-là. Donc ici, je reviens au niveau de RFM, dans les données d'entrée, ici, ok. Et je vais venir activer le module dédié à la analyse modale. Donc je vais venir activer dans les paramètres de données de base le module analyse modale. Ok. Je vais venir dans ma partie cas de charge, ici, et je vais venir créer un nouveau cas de charge. Donc, premier cas de charge qui sera une analyse modale sur la base du poids propre. Alors, pareil, vous pouvez éventuellement faire une combinaison de masse qui viendrait prendre aussi une part de la partie exploitation. Là, je fais simple, je reste sur le poids propre seul. Et puis, je vais faire un autre cas de charge qui sera là, le cas de charge unitaire, donc pour la partie rigidité. Je vais me baser sur ce qui est marqué dans Ham et Richter avec 2 kN, mais on pourrait très bien partir avec 1 kN, juste le critère de flèche avec 1 kN serait à diviser par 2. Donc là, pour l'information, sur un critère avec Ham et Richter, pour une fréquence de plancher de 8 Hz, on serait sur un critère de flèche de 0,5 mm, et sur le cas 6 Hz, on serait sur un critère de flèche de 1 mm sous charge de 2 kN. Ok. Et puis, on va pouvoir continuer. Ok. Bon, cette partie bois, j'en aurais plus besoin. Je vais juste faire mon analyse modale. Alors, juste contrôler un point. Configuration calcul. La grille, elle était à 0,2, donc ça c'est bon. Je vais juste relancer du coup le calcul sur l'analyse modale. Ici. Et du coup, je vais pouvoir trouver là les fréquences. Alors sur l'analyse modale, je ne suis pas rentré dans les détails, mais ici on a 4 modes qui vont être calculés sur la méthode de Lanczos. Et du coup, je vais avoir mes 4 premiers modes. Sur la base de mon premier mode, je vais pouvoir voir en fait le déplacement unitaire, le déplacement ici que j'aurai. Alors attends, hop, analyse modale.
Voilà. Je vais pouvoir voir ici le déplacement que j'ai maximal où il se trouve sous analyse sous fréquence propre, et je vais pouvoir ensuite positionner en fait ma charge unitaire, ou là mes 2 kN, ma charge ponctuelle, au point le plus sensible en fait pour mon premier mode. Donc là, mon premier mode ici, je vois qu'il est à 7,8 Hz ou 7,85 Hz. Donc je suis en dessous des 8 Hz si je voulais respecter le critère de plancher de bureau collectif. Donc ça demanderait une analyse plus complète avec une analyse en vibration forcée. Je vais rester ici sur l'hypothèse où je serai sur un espace habitation avec 6 Hz du coup de limite, et ce qui me permet du coup de passer sur le critère de rigidité de 2 kN. Pour savoir où se positionne ce point-là, je vais pouvoir passer dans les résultats de la partie fréquence propre, analyse modale, mais sur les surfaces. Sur cette partie-là, je peux regarder les modes propres par surface ou surface par mode propre. Je vais sélectionner ma surface, qui est celle-ci, et je vais pouvoir regarder en fait ici les déplacements normalisés, max sur UZ, jusqu'à ce que j'arrive justement à ma valeur de 1, donc maximale. Au passage, les points qui sont là, vous pouvez aussi les visualiser graphiquement. Vous avez une flèche ici, donc ça correspond au point de maillage de votre modèle. Et là, je retrouve la valeur qui est là. Donc je suis à 16,6 sur X, 9,6 sur Y. Je peux venir copier ces données-là et je vais venir créer dans mon modèle un nouveau nœud, ici, à cet emplacement-là. Et je peux maintenant venir appliquer une charge de 2 kN, moins 2, ici. Ok. Si je veux sortir les ratios pour pouvoir les avoir directement dans le module vérification du bois, je pourrais très bien modifier les propriétés ici de vérification ELS, ou sinon je peux déjà lancer un calcul, voir le résultat. Ça me donnerait déjà un ordre d'idée par rapport à ce que cela donnera à ce niveau-là. Alors je me suis peut-être trompé sur l'application de la charge. Ok. Je l'ai défini à quel niveau dans le mauvais cas. Donc c'est pas ici, c'est dans le cas rigidité, 2 kN. Ok, donc pour les charges, vous pouvez rapidement réajuster la position, le cas de charge dans lequel vous appliquez votre charge. Ok, et je lance le calcul ici. Donc là, sur un critère de 6 Hz, de fréquence limite pour un plancher résidentiel, d'habitation, j'avais une flèche limite pour 2 kN de 1 mm. Ici, on voit que j'ai une déformation globale de 0,6, donc ça veut dire que mon critère de 1 mm sera respecté, et je pourrais valider ça. Donc voilà l'approche possible pour la partie ELS et analyse vibration, donc soit avec une méthode simplifiée, soit avec d'autres méthodes où on peut venir ici avec des charges unitaires et faire une analyse modale et faire une charge unitaire pour déterminer la rigidité de notre plancher. Et puis après, éventuellement, on pourra aussi faire de l'analyse en vibration forcée, qui seront possibles cette fois-ci avec le module d'analyse d'historique de temps. Donc voilà par rapport à ça. Et puis pour finir, on va pouvoir passer sur la partie rapport d'impression. Alors je vais juste rebasculer sur un modèle où j'avais déjà mes résultats, comme ça on va gagner du temps là-dessus. Et je vais pouvoir venir créer un rapport d'impression. Donc dans RFM, on va pouvoir éditer un rapport. Le rapport, vous allez pouvoir choisir ce que vous souhaitez documenter dans le rapport. Également, ce qui sera intéressant, c'est que là, dans RFM 6, je peux avoir le rapport et le logiciel, l'interface logicielle ouverte en même temps, permet de jongler entre les deux. Ici, dans la partie documentation, alors il y a des données qui ne seront pas forcément utiles à lister, je peux venir les retirer. La partie analyse statique, ici, je ne m'intéresse pas, je peux la retirer. Et sur la partie vérification bois, je vais garder les ratios de vérification sur les ensembles de barres, sur les surfaces par situation de projet. Ici, ok, regardez ça à ce niveau-là. Ok, je vais enregistrer et afficher. À présent, je vais avoir le rapport qui va s'ouvrir. Les réglages que j'ai faits, vous pouvez aussi venir sauvegarder ces paramètres pour créer vos propres réglages types et les appeler, ce qui vous permettra après d'avoir déjà des réglages prédéfinis
Et comme ça, sur vos prochains projets, vous pouvez déjà appeler le rapport d'impression dédié pour la sortie des réactions d'appui, pour la partie spécifique pour le bois ou pour la partie acier, si vous avez de l'acier dans votre modèle et que vous avez les modules de vérification associés. Donc voilà, vous pourrez adapter et créer vos propres notes de calcul, ajuster, les sauvegarder pour pouvoir les rappeler plus tard. Ici, dans la partie rapport d'impression, du coup, je retrouve un sommaire, je retrouve une page de garde qu'on avait juste au-dessus, je retrouve les différentes informations, je retrouve l'arborescence ici avec, si je peux directement, par exemple, partir sur la partie résultats, pour avoir mes ratios de vérification par ensemble de barres, ou les ratios sur directement par la suite tout ce qui est surface. Donc là, je retrouve tous les détails qui sont disponibles ici. Ce rapport, je pourrais venir le compléter. Donc, tout à l'heure, je vous ai montré que par exemple là, le projet était inspiré d'un projet client. Je peux très bien dans mon rapport venir ajouter des données. Je peux venir insérer par exemple des images, des pages de PDF. Si j'ai par exemple une doc technique d'un produit que je veux faire apparaître certaines pages de ce produit-là directement dans mon rapport, je pourrais très bien, ou bien même des pages de référence à une norme. Je veux faire apparaître une partie un détail d'une norme dans le rapport, je peux le faire en intégrant des pages de PDF. Et puis, si je veux, là, je viens de faire une capture d'écran du projet client. Je peux venir intégrer ici, insérer l'image du presse-papier. Alors, elle est partie tout en bas, je vais pouvoir la remonter, la reclasser là où je souhaite directement. Ici, hop, par exemple. Donc là, ça me permet d'avoir tout de suite ma page de garde et puis l'aperçu du projet ici. Et puis éventuellement, je peux aussi venir compléter le rapport avec soit une vue de résultat de modèle global, et puis plus intéressant également, si je veux par exemple montrer dans mon rapport la combustion, la réduction des plis de mes panneaux, par exemple, je pourrais très bien venir dans la partie vérification WAS que je vous ai montré tout à l'heure, et venir insérer une coupe de mon panneau avec par exemple la distribution de contraintes. Alors après, vous pourrez choisir les contraintes à afficher. Je peux, ces données-là, si elles m'intéressent, les envoyer au rapport. Donc je peux faire une impression graphique dans le rapport. Je peux garder cette hauteur de page, ou sinon je peux réajuster la hauteur. Donc on retrouve la partie réglage d'impression graphique. Je peux faire enregistrer, et maintenant, si je bascule dans mon rapport, ici, je pourrais retrouver tout à la fin ma nouvelle image avec ici l'aperçu de mon panneau et la réduction des plis, le détail des plis restants avec leur épaisseur. Et du coup, ça, vous pouvez venir compléter, illustrer la partie vérification en feu directement dans le rapport avec une vue de vos panneaux avec la réduction des plis. Donc voilà par rapport à ce qu'on pouvait vous présenter sur le calcul de plancher au niveau de RFM6 ici dans ce webinaire. Donc je vais pouvoir basculer sur la suite, c'est-à-dire sur les fonctionnalités, alors les nouvelles fonctionnalités qui ont été intégrées, donc notamment ce que je vous ai présenté dans ce webinaire avec la partie calcul de résistance au feu pour les surfaces en bois, avec ou sans protection initiale. Donc ça, c'est une grande nouveauté. On aura encore peut-être des fonctionnalités qui vont encore arriver par la suite sur cette partie. Vous avez aussi dans les nouvelles fonctionnalités la partie vérification de section type massive, une pour la norme SIA 265, donc ça c'est une des nouveautés de début d'année. Vous avez aussi la partie R-section. Donc vous pouvez dans R-section créer vos propres sections bois à présent, et vous pouvez utiliser cette section dans RFEM et faire des vérifications Eurocode 5 ou SIA 265, ce sera possible. Toujours en lien avec des projets mixtes bois, on pourrait avoir aussi cette fonctionnalité-là aussi, qui est une nouvelle fonctionnalité, qui est la possibilité de définir des liaisons semi-rigides. Donc dans RFM, vous pouvez faire des liaisons rigides entre deux lignes qui seraient distantes l'une de l'autre, et une ligne et une surface, et vous pouvez du coup à présent faire
une liaison rigide entre lignes ou lignes surface, mais aussi définir une liaison semi-rigide via la définition d'une articulation avec éventuellement des degrés de liberté, des raideurs à ce niveau-là. Et du coup, on a cette possibilité-là pour un plancher, pour une modélisation, par exemple, comme on a ici, une simplification éléments béton et éléments et poutres bois. On peut très bien définir dans la partie liaison rigide des raideurs, ce qui permettra d'avoir une liaison semi-rigide entre notre élément béton et notre élément bois juste en dessous. On a également des nouvelles vérifications sur les barres, là selon une norme italienne qui a été rajoutée dernièrement. Et sur les choses qui sont en cours, alors ça fait aussi partie des nouveautés, on a la partie modélisation et calcul des ossatures bois, donc c'est une des nouveautés dans RFM, mais elle est ici aussi dans la partie fonctionnalité en préparation, parce que il y a encore des choses qui vont arriver par la suite sur cette partie ossature bois. Donc on aura aussi des futures fonctionnalités qui vont arriver sur cette partie. Dans les autres fonctionnalités, on aura aussi des vérifications complémentaires pour les appuis de calcul. Tout à l'heure, on a vu permettre de faire la compression perpendiculaire. Je vous avais précisé aussi que dans les entailles, on pouvait aussi faire les vérifications d'entailles aux appuis. Là, l'idée, ce sera aussi de venir compléter ces appuis de calcul pour qu'on puisse regrouper, par exemple, les vérifications d'entailles directement sur les appuis de calcul. Et puis également, tout ce qui est poutre avec variation d'inertie permet de faire la compression, contrôle de compression perpendiculaire aussi pour ces types de poutres avec des variations d'inertie. Donc voilà, donc ce sera tout pour ce webinaire. Si vous avez besoin des informations sur les différentes vérifications sur la partie vibration, vous retrouvez ici les liens. Donc le PDF sera téléchargeable et qui vous renverra directement sur les deux articles de base de connaissances sur la partie vibration pour la partie bois. Vous retrouvez sur notre site internet différents services en ligne gratuits, notamment la partie outils GeoZone Tool qui permet d'avoir les informations sur les zones de neige, vent et sismicité. Vous avez accès aux propriétés de section, les bibliothèques de section. Vous avez aussi, comme je vous ai montré, tout ce qui est articles de base de connaissances, également FAQ. Je vous invite à les consulter si jamais vous recherchez des données en plusieurs articles. Donc certainement vous avez déjà grande partie des réponses peut-être dans ces articles-là. Vous retrouvez aussi sur notre site les modèles à télécharger, notamment vous retrouvez les modèles vus dans nos webinaires qui sont disponibles dans cette rubrique sur notre site internet. Vous pouvez retrouver nos vidéos, tutoriels, vidéos webinaires ou vidéos d'information sur les nouvelles fonctionnalités directement sur YouTube ou sur notre site internet également. Vous avez aussi accès via le site internet à la boutique en ligne si vous avez besoin d'informations sur les tarifs ou bien besoin de rajouter des modules ou directement de passer commande. Vous pouvez aussi passer sur le site. Vous avez aussi la version d'essai qui est téléchargeable, version d'essai de 90 jours. Si vous avez besoin de plus d'informations, je vous invite à directement prendre contact avec nous, soit par téléphone au numéro indiqué ici, ou bien par mail à info@delubal.fr. Si ce n'est pas déjà fait, je vous invite également à vous inscrire à notre newsletter directement sur notre site pour être tenu informé de nos prochaines actualités. Donc, je vous remercie pour votre attention et pour votre participation et je vous dis à bientôt.